Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder énormément de posts. Et là j'ai des petites pépites à vous partager, vous n'êtes clairement pas prêts. Donc on ne perd pas de temps. Petit like, plein force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première news qui nous vient du Parisien. C'est marqué, alors qu'il risquait la perpétuité, le rappeur P. Diddy, qui était notamment accusé de trafic S, a été condamné à 50 mois de prison. La faute à une stratégie judiciaire risquée, 50 mois de prison. Donc le gars là, il va sortir en 2028. C'est une dinguerie, les mecs. En 2028. Kobalade a pris plus, faut le savoir. Ça dit quoi? En fait, vous utilisez 50 mois de prison pour faire croire aux gens que c'est beaucoup. Donc, vous utilisez l'euphémisme pour nous blaguer. Il mérite minimum 20 ans de prison. La faute, c'est qu'il a plutôt de très gros dossiers sur pas mal de monde. Ouais, je pense aussi. On enchaîne sur le poste de Neruda57 qui a marqué États-Unis. Robert Morris, figure évangélique anti-LGBTQIA+, et chef spirituel de Donald Trump, vient d'être condamné à 6 mois de prison pour abus S sur une fillette de 12 ans. Il a pris seulement 6 mois, les mecs. I'm just happy that it is over. I feel good about it. It's behind us. What does this feel like? I don't know that I have words for that yet. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Gros, explique-moi pourquoi la condamnation est aussi faible. Ouais, c'est intéressant. Alors, la condamnation de Robert Morris à 6 mois de prison effective sur 10 ans suspendu vient d'un accord de plaidoyer négocié. Cela évite un procès, assure une condamnation et considère des facteurs comme son âge, 64 ans, le temps écoulé depuis les abus, années 1980, et les lois de l'Oklahoma. Il doit aussi s'enregistrer comme délinquant S et payer $250 000 de dédommagement. En gros, les mecs, il suffit d'être vieux, fliqué, et tu peux faire ce que tu veux aux petites filles. C'est tout. Du coup, on enchaîne avec le 20 minutes, c'est marqué le fils de Bernard Tapie, Stéphane pourrait aller au municipal de Marseille avec Marine Le Pen. Et il y a Chronique qui répond en disant le fils Tapie, la fille Le Pen, le fils Glucksmann, le fils Sarkozy, bref, la République accouche d'une héritocratie. On enchaîne avec ce poste de Booba qui a marqué très pertinent. Et là, ça va parler de Franck Gastambide. Écoutez bien. Aïe aïe aïe, je rêve du jour où les Noirs et les Arabes vont enfin se liguer contre Franck Gastambide. Pour rappel, Franck Gastambide est un acteur, réalisateur et producteur français. Il a des productions à succès, notamment la série Validé, dont la 3e saison va bientôt sortir. Mais pourquoi est-ce que le gars tweete ça? Et c'est là où ça devient intéressant. Dites-vous que Franck, il a vu ce tweet et il lui a demandé en privé. Et le tweetos est allé au bout de la démarche. Il lui dit c'est simple, t'es un blanc et ton fond de commerce c'est de faire des films-séries dont les thèmes rap, MMA, etc. touchent beaucoup les communautés qui vivent dans des quartiers cités pour ensuite prendre des Noirs et des Arabes et leur faire jouer des rôles stigmatisant. C'est pas faux. Quand tu sais qu'il a produit des Pattaya et Kaira, ou encore la série Validée, il y en a des autres. Et bref, dans ses rôles, il y a le guignol, l'attardé, le pervers, le voyou qui ne respecte pas les femmes, ou encore le mec dans la religion mais pas trop. Juste pour qu'il puisse placer ses blagues de merde sur l'islam. Pendant que toi, bizarrement, tu gardes le bon rôle dans tes films médiocres. Et il a pas tort, Franck fait partie de ses réalisations, il est acteur dans ses films, et il a pas souvent de rôle stigmatisant. Bref, il continue, tu t'enrichis sur le dos de communautés auxquelles tu n'appartiens pas, et en plus tu te permets de les salir et de les humilier en les représentant uniquement à travers le prisme du cliché et du stéréotype. Arrête de croire que t'es avec nous et qu'on t'aime bien, c'est pas parce que t'as grandi dans une cité et que t'es sorti avec une actrice maghrébine, dont la carrière au cinéma se résume à jouer la maghrébine de cité dévergondée qui tombe toujours amoureuse du français, que t'es légitime de nous représenter. Finalement, est-ce qu'il a tort? Je ne pense pas, mais si on faisait les avocats du diable, comme certains l'ont fait en réagissant, on peut dire que c'est l'un des seuls qui engage des Noirs et des Arabes justement pour jouer dans des films. Mais quel est l'intérêt d'être appelé pour stigmatiser les gens que l'on représente malgré nous, si je fais partie de ceux qui ne se sentent pas représentés devant ce genre d'œuvre? Pour faire un parallèle, c'est un peu ce que dénonce le réalisateur Ryan Coogler à travers ses films, et notamment Sinners pour ceux qui l'ont vu. Le vampirisme, l'appropriation culturelle, et c'est pas aussi facile que ça de le dire dans le cas de Franck Gastambide, qui lui-même a évolué en cité, mais on pourrait quand même se demander pourquoi, justement, il ne va que très peu dans ce qui n'est pas stigmatisant. On pourra nous répondre pour des raisons monétaires, sûrement, mais c'est que ça ne le touche pas profondément, en tout cas je le pense. Ah, comme Booba a dit, c'est très pertinent. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, on passe sur le poste de Philippe Truchot qui a marqué « Elle a tellement raison, les Français, avec tout ce que Macron leur a fait, ça fait très longtemps qu'il aurait dû le sortir du pouvoir, mais c'est un peuple trop attaché à son confort. Le problème des Français, ce n'est pas Macron, mais les Français eux-mêmes. » La France, on est trop un peuple bouffon pour faire ce que le peuple marocain est en train de faire et pour faire ce que le peuple tunisien a fait lors du printemps arabe, clairement. Croyez-moi que pour faire ça, dans un pays comme le Maroc, il faut énormément de courage, parce que c'est pas la France. Vous voyez, elle est là, la force d'un peuple courageux, vaillant, la bravoure, quand on se donne la main dans la main, au lieu de saillir, de s'insulter, de se détester, au lieu de faire les vendus, les corrompus, de se vendre pour un billet. Il est là le problème, c'est pour ça qu'on n'avance pas. En France, on a trop une vie confortable comparée à nos frères marocains, tunisiens, algériens, congolais, sénégalais, maliens, toute l'Afrique. Notre vie, elle est trop confortable, pourquoi on va sortir dans les rues? Pourquoi nous, on n'est pas à notre maximum encore? On est trop silencieux. On est trop silencieux. Il n'y a que la dalle qui réveille. Croyez-moi.
l'humain est beaucoup trop ingrat. L'humain, tant que tu lui donnes à manger, tant que tu lui donnes son confort, il se mêlera pas, il se mouillera pas. Le Maroc est un pays qui fait rentrer des millions et des milliards. Mais quand tu vois le peuple marocain, t'as pas l'impression que ça tourne et que tout le monde mange. Parce que personne mange justement. Un grand bravo à nos frères marocains qui sont sortis dans les rues, les personnes âgées, les enfants, les femmes. C'est des battants, je vous jure, c'est des battants et c'est tellement beau. C'est tellement beau de voir ça, ça fait mal au cœur de les voir souffrir comme ça, mais c'est tellement beau. Ils font ça justement parce qu'ils en ont marre de souffrir. Ils vont peut-être le regretter comme la chute de Ben Ali. Hein. On disait que Ben Ali était un dictateur mais qui tenait le pays. Mais au final, si personne ne mange correctement, alors ceux qui mangent trop doivent arrêter de manger, tout simplement. C'est trop vrai ce qu'elle a dit. Il y a pas mal de personnes qui le disent. Le français n'a pas encore assez faim pour se révolter. Du coup, on enchaîne avec ce post de John de Lorraine et c'est marqué Alerte Info. Et cette histoire, je vous en ai parlé il y a plusieurs mois. Un sans-abri qui dormait devant un Ikea à Vénissieux. Et du coup, le Ikea lui a proposé un travail, tout simplement. Mais il cherchait un appartement. Donc là, on va se regarder la séquence qu'on avait vue. Et après, vous allez voir ce qui s'est passé depuis. Ikea, ils ont été formidables. Ils m'ont proposé un travail. Donc le seul inconvénient, si vous voulez, du travail, c'est que j'ai besoin là-bas d'un appartement. Puisqu'il faut qu'elle puisse être à l'abri, entre guillemets, pendant que moi je travaille. Je suis quasiment embauché dans ce que j'aime aussi, en plus, un métier que j'aime. Bah, ça me sortirait de la rue, puis si vous voulez, comme il me manque 6 trimestres pour prendre ma retraite, ce serait génial, quoi. Voilà, et depuis, il a trouvé un appartement, donc ça continue là. Attendez. Alors, John de Lorraine, Alerte Info, Jean-Pierre a retrouvé un logement. Il a été accompagné par un bailleur social et par l'Ikea de Vénissieux. Là, c'est mémorable, c'est inimaginable. Et l'avenir maintenant est meilleur. Nous sommes à l'abri. Et après, il ne manque plus que le travail. Et c'est fini, quoi. On sort de la galère. Il y a un peu plus de 3 mois, nous étions allés à la rencontre de Jean-Pierre, devenu SDF après que son camping-car avait été saisi par la fourrière, puis revendu par l'État. Aujourd'hui, il n'est plus devant le Ikea de Vénissieux, il a retrouvé un logement dans le 8e arrondissement de Lyon. Alors, je suis arrivé là grâce à Vélogia, qui se sont battus pour avoir l'appartement pour moi. Et je leur remercie énormément, parce que c'était un combat très acharné pour lui. Le premier sentiment, c'était un soulagement, parce que déjà, on serait plus au froid, surtout qu'on nous avait volé nos affaires. Donc maintenant, on est au chaud, Oli est au chaud, et on peut passer des nuits sereines, tranquilles, quoi. Moi, c'est Jordan. L'histoire de Jean-Pierre m'a un petit peu touché, donc j'ai tout fait pour rentrer en contact avec lui, pour essayer de prendre connaissance un peu de sa situation, expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on devait faire pour avoir un logement, surtout dans le monde du logement social, avec la maison Rodolphe, Ikea, et aussi avec toute mon équipe, avec Vélogia. On a réussi à avoir un logement pour Jean-Pierre, et aujourd'hui, j'en suis très satisfait. Écoutez, l'avenir, ça va dépendre de Ikea, parce que normalement, il me reste 16 mois à faire. Mais s'ils veulent que je reste plus longtemps, oui. Après, qui sait, peut-être que je trouverai l'amour sur Lyon. On n'est pas à l'abri d'un tas de choses, mais j'envisage toujours de partir, quoi qu'il en soit. Toujours la Grèce, et puis passer son temps à pêcher. Je sais pas, l'avenir nous le dira. Là, je suis bien, je suis peinard. Pour 2 personnes, si vous voulez, ça suffit, quoi. Et je remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont... Voilà une bonne nouvelle. Après les mecs, je vous préviens, c'est la seule bonne nouvelle de ma vidéo. Du coup, on enchaîne avec Anne. Toujours moi, c'est marqué des agents de la SNCF ont été filmés en flagrant délit d'agression physique avant d'avoir une réaction très troublante. Regardez. Des agents de la SNCF ont été filmés en flagrant délit d'agression physique avant d'avoir une réaction très troublante. On arrête, monsieur, On a très bien le droit, on a le droit. On a le droit. On a le droit. Si, ils n'ont rien à se reprocher. Oui, il part comme ça. Donnez-moi votre téléphone. J'ai le droit, c'est dans la loi française, j'ai le droit de filmer. C'est repris comme un outrage. Non, c'est pas du tout repris comme un outrage. Les faits se sont déroulés à la gare Pardieu de Lyon quand un homme et sa compagne, de retour d'un séjour, se retrouvent témoins d'une scène troublante. Il est 13h34 lorsqu'ils assistent à ce qui leur semble être une interpellation injustifiée dans le hall de la gare. Selon le témoignage de l'homme ayant filmé la scène, les agents SNCF ont traîné un homme vers l'extérieur sans raison apparente. Face à cette scène, ils commencent à filmer, c'est alors que la situation prend un tournant inattendu. Les agents, constatant qu'ils sont filmés, relâchent l'homme avant de se tourner contre les témoins. Ils auraient alors tenté de les intimider en invoquant de fausses lois, en faisant des gestes violents et répétés, allant jusqu'à essayer d'arracher son téléphone. Pendant l'altercation, le téléphone de l'homme est tombé au sol et s'est éteint. Plus tard, les agents auraient cherché à se justifier et à s'excuser, mais l'homme qui a filmé la scène en conclut qu'il s'agit d'une interpellation uniquement liée à l'origine de l'individu. Et du coup, il y a une personne qui avait posté un screen. Attendez, je crois que c'était la voix là.
Regardez, donc c'est marqué « Les agents de la sûreté ferroviaire, bien qu'assermentés et armés, n'ont pas d'autorité légale pour interdire de filmer dans l'espace public, contrairement à une idée reçue, parfois invoquée, une interpellation basée sur un délit de faciès, contrôle discriminatoire et illégal, article 225-1 du Code pénal, et peut être documentée pour une plainte en cas de contestation, saisir la justice ou la CNIL pour des abus et une option. » Bref, on enchaîne avec le post de Kunta Kinte qui a marqué « Mince alors !» Donc toutes les personnes sur Internet qui étaient traitées de complotistes en disant que Mohamed Merah était un agent des services français n'étaient pas loin de la vérité. Les services de renseignement ont-ils commis une erreur? Ils affirment aujourd'hui que Mohamed Merah était alors indétectable. Quel souvenir vous gardez de 2012? De 2012. Réagir sur les oui, parce que ça a été présenté faussement à l'époque en 2012 par les services de renseignement. On n'était pas loin des élections et c'était M. Squarcini à l'époque qui a voulu le présenter comme un loup solitaire, je reprends son expression, donc indétectable, alors que ce n'est pas exact pour Mohamed Merah qui était dans une famille tous radicalisés à Toulouse, connu de tout le monde, qui est allé rejoindre Mohamed Karsalaoui au Waziristan pour avoir une formation militaire. Donc il n'était pas indétectable, il était parfaitement dans la détection. Simplement, ils ont pensé qu'il pourrait ils l'ont débriefé en renseignement, ils ont pensé qu'il pouvait être utile, qu'on pouvait le retourner potentiellement. Donc ils ont menti pour se couvrir. Ah mais non mais c'est clair, en 2012, on a dit n'importe quoi aux Français. Je l'ai dit moi à l'époque, alors déjà ça m'a valu pas mal d'ennuis déjà de le souligner. Ça, c'est important, ça veut dire que dans les affaires de justice qui touchent tout le monde, que ça soit un féminicide, que ça soit du terrorisme, il faut pas mentir, il faut poser des problèmes, on peut pas les résoudre si on les pose pas. Quand même bizarre, hein. Toutes les personnes, en tout cas souvent les personnes qui sont traitées de complotistes, quelques années plus tard on voit qu'ils avaient raison. On enchaîne avec le poste de Jacques Renardière, c'est marqué quand un député modem détaille ses indemnités et se fait recadrer en direct. Je touche net, après impôt, 4 600 €. Ça... 4 600 €, mais il faut voir les avantages. Là, les avantages. Il a tellement d'avantages que le mec, il n'a pas besoin de débourser quoi que ce soit. Donc en fait, là, c'est pur bénéf. Tout simplement pur bénéf. Et on va dire mon salaire, même si c'est une indemnité. Ensuite, le député a 2 autres enveloppes. Souvent, on dit c'est pour le député, qui est aux alentours de 11 000 €, c'est pour nos collaborateurs et collaboratrices. Cet argent-là, je ne le vois même pas passer. Cet argent-là, c'est l'Assemblée nationale qui paye mes collaborateurs. Combien avez-vous de collaborateurs? 3 collaborateurs. Donc vous touchez pour les rémunérer 11 000 € que vous partagez en 3. D'accord. Des gens qui font 11-12 heures par jour. Ensuite, on a une... Le 11-12 heures par jour, franchement, c'est flou. Hein. Parce que quand un maçon te dit qu'il fait 8 heures par jour, on sait ce qu'il fait pendant 8 heures. Eux, quand ils te disent qu'ils font 11-12 heures, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font pendant 11-12 heures. Hein. Autre enveloppe. Et celle-là, elle est discutable. C'est-à-dire que celle-là, elle a fait beaucoup couler d'encre. Ce qu'on appelle l'AFM, c'est-à-dire une indemnité de frais de vie, j'ai envie de dire. Et donc, qu'est-ce qu'on met dedans? Celle-là, elle est à peu près de 7 000 € par mois. Par mois. Voilà, ça sert à quoi? Alors, en gros, avec ces 7 000 €, vous avez en mois... Alors, moi, je considère que finalement, comme je suis un élu rural, quand je vais à Paris, je suis un peu comme un salarié qui serait détaché à la capitale. Donc ça veut dire que derrière, il faut que je mange, d'accord? Nos collaborateurs mangent avec nous. C'est-à-dire que je paye, il n'y a pas de ticket restaurant, donc je paye les repas de mes collaborateurs. J'ai le droit, par exemple, à payer mon costume. D'accord? Alors, il y a marqué raisonnable. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire raisonnable. Moi, je m'habille de la même façon, avec le même costume depuis 30 ans. C'est le même costume depuis 30 ans. C'est pas le même, c'est la même marque, c'est le Bon Laboureur. Ah bon? Voilà. Les mecs, donc le gars, il a dit qu'il reçoit 7 000 € par mois pour 4 personnes pour manger. Mais dans les 7 000 €, il peut s'acheter un costume. Bon, j'ai fait un calcul. Je suis parti du principe qu'il s'achète 2 costumes par an. On va dire, j'ai mis 1 500 € pour 2 costumes. Ça fait 750 par costume, qui est largement suffisant pour avoir un beau costume, les mecs, d'accord? J'ai déduit du coup aussi les jours, parce que j'ai fait qu'il travaille 6 jours par semaine, ok? Donc ça nous fait 26 jours dans le mois. Et du coup, ce que j'ai réussi à avoir comme calcul, c'est qu'ils ont 67 € par jour pour manger, d'accord? C'est vrai qu'ils sont en déplacement, mais tu vas pas me dire qu'ils sont en déplacement pendant 4 semaines, les mecs. Arrêtez. Ils sont en déplacement 3 jours par-ci, 2 jours par-là, etc., etc. On va dire 1 semaine et demie de déplacement dans le mois. On va aller au max, 1 semaine et demie. Donc, ils ont encore 2 semaines et demie où ils sont pas en déplacement. Et là, ils sont avec des tickets de 67 €, voire plus, pour manger. Ils se font des gueuletons de zinzin, les mecs. Sérieusement. On a les transports gratuits pendant notre mandat. Alors que le commun des mortels, il a des tickets resto de 9 €. D'accord? Et c'est eux qui nous disent de se serrer la ceinture. Non, faut réaliser, les mecs. Hein. Et après, j'ai un poste, vous allez vriller.
vous allez clairement vriller. Je me considère comme un privilégié, mais je me considère pas que je vole l'argent des Français. Que vous dites, vous avez net 4600 et c'est déjà très bien parce qu'on aimerait bien nous être là à 4006. Oui. Ce que je voudrais... Non. Un Français à 4006, il a plein de charges à côté. Lui, il a que des avantages à côté. Donc c'est pur bénéf pour investir après. demander, c'est combien vous chiffrez tout ce qu'il vous faut pour bosser. Votre bureau, votre téléphone, votre timbre. Parce que ça, c'est aussi de l'argent que nous, on doit sortir. Et deuxièmement, je voudrais vous dire, j'ai un peu honte. Mon grand-père, il regardait tous les mercredis l'Assemblée. Vous avez vu le nombre de gens qui ont le téléphone, qui s'endorment, qui répondent même pas, qui votent même pas. Si moi, je fais ça chez un patron, il me donne la poignée, j'ai pas le temps de sortir. Je vais vous donner les vrais chiffres. Parce que là, c'est facile ce que vous faites, vous essayez de noyer le poisson. Je vais donner les vrais chiffres de ce que coûte aux Français un député. Et en plus, ça tombe bien, on pourra pas me les reprocher. C'est les chiffres de LCI. Donc comme ça, on pourra pas me dire qu'ils sont pas vrais. Un député dans ses fonctions complètes, avec tous les avantages qu'il a autour de lui, je vais vous dire à combien il coûte pour chaque Français. C'est 24 000 € par mois, monsieur le député. Je suis un privilégié. Je veux dire, je gagne 5 000 par rapport à vous, je suis un privilégié. Par rapport à des gens que je vois, je suis un privilégié. Mais j'ai pas l'impression. Et je pense que le problème, il est pas tant si je gagne trop ou pas, c'est est-ce que je travaille bien. Et on enchaîne avec ce poste de Vianney, et là les amis, vous allez vriller dans votre tête. Cette femme, elle est complètement déconnectée de la réalité. Regardez, Jeanne Dautzer, membre LR de la majorité de Valérie Pécresse, a voté pour couper les subventions aux logements étudiants et au MDPH. Et elle vient sur BFM TV en direct te dire ça, dans le plus grand des calmes. Chaque maire a une enveloppe de 990 € par mois qu'il peut dépenser comme il veut. Moi, j'ai préféré acheter des fringues pour être bien sapé. Je profite de l'occasion pour remercier tous nos concitoyens. Elle vient de dire, dans le plus grand des calmes, merci à la populace de bien vouloir ralasse pour que je puisse bien m'habiller. C'est une dinguerie. J'ai vu que depuis 3 jours, je suis sur tous les plateaux, on me montre partout. Et effectivement, j'ai cette image de mère toujours bien sapée, toujours élégante. Donc, je suis quand même maire d'un arrondissement qui est le 8e arrondissement. Et effectivement, ce soir, je viens pour m'exprimer sur 35 779,65 centimes d'euros de vêtements. Ces dépenses pour que les vêtements, parce que, comme vous le savez, chaque maire a une enveloppe de 990 € par mois et chaque maire peut dépenser comme il veut. Donc moi, j'ai préféré effectivement m'acheter des fringues pour être bien sapé. Alors, on va revoir les dépenses, effectivement, parce que vous êtes allé quand même dans pas mal de marques, The Couples, Mage, Éric Bompard. Ces dépenses, vous sentez le besoin de les justifier quand même? En fait, oui, parce que moi j'essaie d'acheter des produits français et de bonne qualité. La preuve, c'est qu'en 2024, je n'ai pas dépensé toute mon enveloppe et j'ai remboursé donc la moitié des frais donc de représentation. Je vous coupe, Jeanne Dautzer, mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer les bien Français, sûr, les Français qui se serrent la ceinture alors même que la taxe foncière a augmenté à Paris et qu'effectivement 35 000 € en 5 ans, c'est colossal pour les Français qui ont du mal à finir les fins de mois. Mais je comprends tout à fait qu'une personne qui gagne 1 200 € par mois puisse être choquée que nous, on puisse avoir 990 € donc de frais de frais des indemnités, donc de représentation, je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous nos concitoyens et concitoyennes qui travaillent et qui... Il est en train de se dire, mais t'es une tarée. Tu réalises de ce que t'es en train de dire, en fait? Effectivement, nous permettent d'avoir donc ces indemnités. Donc malheureusement, on n'est pas les seuls. On a les députés, les maires, les ministres. Donc c'est-à-dire que vous leur dites merci pour les vêtements que vous avez pu avoir. C'est particulier quand même. C'est quand même grâce à eux. Ce sont les fonds. Donc c'est le gouvernement, c'est l'État qui nous attribue donc ces subventions. On doit les remercier. Maintenant, dans la conjoncture actuelle, dans la situation actuelle où on demande à nos concitoyens de faire des efforts, je pense, et je l'ai dit, je l'ai suggéré, il faut qu'on supprime tous ces privilèges. Au moins, elle a dit merci. Au moins, elle dit merci. Et on enchaîne avec le poste de CNews avec Arnaud Klarsfeld et c'est marqué « Condamnation de Nicolas Sarkozy. Il a été condamné sur la base de supputation ». Et je vous montre cette séquence parce qu'à chaque fois, mais vraiment, à chaque fois qu'il parle de l'affaire Sarkozy sur CNews, c'est pour le défendre. Il n'y a pas de contradiction. C'est là que tu vois que cette chaîne n'est pas une chaîne d'info. C'est une chaîne de propagande, les mecs. Oui, c'est une tribune qui a été préparée entre autres par Emmanuelle Mignon. Elle m'a appelé, évidemment, j'ai signé. C'est pas une critique de la justice, mais c'est, disons, une constatation que Nicolas Sarkozy a été condamné sur la base de supputation et qu'aux États-Unis, on a la charge de la preuve et de juger au-delà d'un doute raisonnable. Et là, en France, c'est l'intime conviction. Donc, on a tout à fait le droit de relever cela. En fait, ça les dérange quand ça touche une personne comme eux. Mais quand la loi française touche les randoms, là, ça leur va très bien. C'est une folie. C'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que
jeter en prison ou faire aller en prison un ancien président de la République alors que le tribunal aurait pu éviter de le faire. C'est aussi, disons, on peut juger cela regrettable. Dans l'histoire, il n'y a pas eu tellement de rois ou de présidents. En fait, là, il est en train de dire dans le plus grand des calmes qu'un ancien président a plus de valeur qu'un random, tu vois. Et du coup, il est au-dessus des lois, quoi, tout simplement. C'est ça, en fait, qu'il est en train de dire. C'est incroyable. Chefs d'État français qui ont été en prison, j'en avais parlé la dernière fois, et Saint-Louis par les Mamelouks, Jean Delbon par les Anglais, qui encore François Ier par Charles Quint, Louis XVI et Pétain. Tout simplement parce que c'est un ancien président, il ne devrait pas faire prison. Bref, et on termine avec ce post de CNews avec Rachel Kahn qui a dit « J'attends vivement que les tribunaux s'emparent des différents leaders de LFI car il y a beaucoup de dossiers en cours. » De toute façon, LFI est un danger pour la France et pour notre République. Un parti qui est pro-Hamas, qui en tout cas est dans la propagande et porte-parole des terroristes, un parti qui met des cibles dans le dos des citoyens et notamment des Français juifs, un parti qui racialise, qui est dans le racisme, le communautarisme, l'entrisme, qui est contre la police. La meuf, elle lâche que des dingueries pendant 1 minute avec aucune preuve. C'est ce qu'elle est en train de faire, hein. Elle est en train d'accuser, diffamer des gens sans preuve. Regardez. Et dans la propagande et porte-parole des terroristes, un parti qui met des cibles dans le dos des citoyens et notamment des Français juifs, un parti qui racialise, qui est dans le racisme, le communautarisme, l'entrisme, qui est contre la police. Que des trucs en isme. Qui est donc contre les personnes qui nous protègent, contre les institutions et contre l'autorité, et qui est pour la violence et son seul programme étant le chaos et la fracture, qui est contre notre devise républicaine, donc violation de la laïcité, violation de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, encore plus. De toute façon, il est complètement sorti de ce qu'est notre France. Donc c'est un parti qui est pour la violence, un parti qui est contre l'égalité, la fraternité, l'égalité, et c'est un parti raciste, antisémite, qui n'a pas été condamné. Notre République, et par ailleurs, moi j'attends vivement que les tribunaux s'emparent des différents leaders de la France insoumise, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont en cours, et ce serait bien qu'ils soient juridiquement responsables. Hein. Voilà. Ah, c'est bon qu'on puisse dire. Plus que démocratiquement, mais devant les tribunaux. Voilà, Rachel Kahn, femme noire de confession juive qui vote RN, ça c'est elle qui l'a dit. Hein. Bien évidemment, je vote pour le Rassemblement national. Du coup, juste en dessous, il y a une réponse à Rachel Kahn. Écoutez. Vous voulez pas débattre? On est d'accord, let's agree to disagree. On est d'accord pour pas s'entendre. Alors, vous avez vu notre reportage et ces chiffres de la CNCDH, ces graphiques que l'on a vu dans le reportage, on se rend compte, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, qu'il y a seulement, si j'ose dire, 27% des sympathisants d'extrême gauche qui ont des préjugés antisémites, contre beaucoup plus, 52% à droite et 56% à l'extrême droite. Et même quand on regarde parti par parti, la France Insoumise, 40% des sympathisants LFI qui ont des préjugés antisémites. Seulement Europe Écologie Les Verts fait mieux, 29%. Mais c'est plus chez Renaissance, chez LR, 45%. Et beaucoup plus au sein du RN, 55% des sympathisants du parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella qui ont des préjugés antisémites. Ça veut dire que vous trompez de combat ou pas? Non, ça veut dire que c'est un antisémitisme qui s'ignore. C'est un antisémitisme tamisé par la quantité de bons sentiments qu'on injecte dans son discours, mais qui n'en est pas. Il m'a fatigué, lui. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas les petits likes pour la force, petits commentaires pour le référencement. J'ai assez parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde et bon dimanche.